Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Francis, un diagonaliste au palmarès impressionnant. Bonjour Francis, merci de participer à ce podcast. Peux-tu, dans un premier temps, te présenter? Bonjour Marc, merci de m'accueillir. Eh bien, je suis donc Francis Svideret, diagonaliste depuis quelques années, depuis de nombreuses années, et au club de Lamballe, ici en Bretagne. Merci. Te souviens-tu, Francis, de ta première diagonale? Comment as-tu eu connaissance de ces randonnées? Alors, ma première diagonale, il faut d'abord préciser que je suis en Bretagne depuis 2006 et qu'auparavant, j'étais dans le Nord, à Douai, dans un club de cyclotourisme. J'ai rencontré ma compagne en venant à la Semaine fédérale de Quimper, ma compagne Marie-France. Et donc, eh bien, je suis venu au Diagonal dans le club de Douai. J'avais à l'époque 22 ans. J'avais acheté mon premier vélo un an auparavant. Et au club, il y avait un cyclotouriste qui avait 20 ans de plus que moi, donc 42, et qui faisait des diagonales. Bon, s'il n'avait fait que des diagonales, ça passait peut-être, mais il avait l'art de raconter, de sublimer, bon, c'était un grand bavard, mais sur le point de vue des diagonales, il racontait vraiment bien, et moi j'étais là, bouche bée, j'étais estomaqué, j'étais, bon, beaucoup d'étonnement, bien sûr. Je savais pas qu'on pouvait faire tout ça à vélo. Bon, voilà, il racontait, il racontait. Et au cours de la première saison, donc au club de Douai, eh bien, j'ai fait comme tout le monde, hein, la série des brevets de la FFCT. Je ne sais pas si c'était comme ça, mais on commençait par le brevet de 40 kilomètres. On faisait tous les brevets, 40, il devait y avoir, ça s'appelait les premiers pas, voilà. Bon, tu étais au club, tu faisais quand même le brevet de 40, je sais pas. On n'avait pas de groupe comme dans certains clubs aujourd'hui. Donc 40, 60, ensuite 100 km, 150. Et le gars en question, il m'a emmené sur un 200, puis sur un tour du Pas-de-Calais qui faisait, je crois, 400 km, oui, où il m'a fait rouler la nuit. Bon, j'avais eu beaucoup de mal, hein, 22 ans seulement. Moi, j'avais besoin de sommeil. Et de fil en aiguille, on a fait un 400 km au Dax qui était organisé par le club de Valenciennes. Ça, c'est ma première année de vélo. C'est vrai qu'elle a été assez intense. Et puis, bah, je me suis aperçu que finalement, je roulais aussi bien que lui, n'est-ce pas? En jeune homme de 22 ans, j'étais peut-être un peu orgueilleux, mais bon, si René peut faire une diagonale, pourquoi j'en ferais pas moi une? Donc, bah, voilà, je me suis inscrit et je suis parti en solitaire. Et René m'avait expliqué, réussir une diagonale, c'est pas compliqué. Hein, c'était Dunkerque-Menton. Donc évidemment, c'est une qu'il avait déjà faite lui-même. Je ne me serais pas lancé dans l'inconnu complètement. Donc il m'a dit, tu pars à 13 heures, tu roules tout l'après-midi, tu roules toute la nuit, tu roules tout le lendemain. Et puis après, bah, tu as fait la moitié de ta diagonale. Et puis il te reste des étapes de 200, 250, quoi. Bon, voilà. Et donc, c'était en début juillet. Je suis parti comme il a dit. Je suis parti à 13 heures, je me souviens. Une petite crevaison à Arras. J'ai continué et puis vient la nuit et donc 21 heures, 22 heures et puis boum, 22 heures, je m'effondre dans le fossé. Je m'effondre de sommeil. J'avais vraiment sommeil. Je ne pouvais plus pédaler. Bon, c'est pas grave, hein, on s'allonge et puis on dort comme on peut. Je pouvais pas beaucoup en fait parce que bon, j'avais froid, c'était en juillet, mais évidemment la nuit, alors on avait froid. Évidemment, pas de sac de couchage, rien du tout, juste un gros pull et puis une veste sans doute. Ensuite, j'essaye de repartir, je roule 1 heure et puis bon, à 60, boum, je m'effondre à nouveau. Je dors sur un banc où c'est un peu plus confortable. Et bon, je raconte pas tous les détails. Toujours été que j'ai pris plusieurs heures de retard. Le lendemain, bah, c'est-à-dire après cette nuit de galère, c'était encore plus la galère parce que moi, je ne sais pas, un être humain qui passe une nuit blanche, comment peut-il faire encore la journée suivante, 250 ou un peu plus à vélo?
Et donc, un souvenir qui me reste, j'étais sur un 32-23 sur du plat et je roulais entre 12 et 15 à l'heure. Je ne pouvais pas aller plus vite, tellement j'avais été rincé, tellement j'étais fatigué. Je suis quand même arrivé le soir à l'hôtel et le lendemain matin, eh ben, c'est à 22 ans, on récupère assez vite et ça s'est très bien passé la deuxième journée. La troisième, j'ai eu très chaud, hein, moi, le gars du Nord hein, qui commence à aller là-bas du côté de Grenoble. Ah oui, je me souviens du col de la Croix Haute, non pas la Croix de Fer, bien sûr. Col de la Croix Haute où j'ai eu très chaud, je me suis badigeonné dans les sources. Bon, j'avais vraiment très chaud. J'ai traîné, j'ai perdu du temps. Faut pas oublier que c'était ma première année, ma première licence. Et le mec, une première licence, faut-il un peu être, je ne sais pas comment qualifier ça, mais partir à la fin des 9 mois de sa première licence sur une diagonale, bon. Et puis, ben voilà, je passe les détails et je suis pas arrivé dans les délais. Les délais étaient à l'époque de 96 heures et je suis arrivé 4 heures et 10 minutes en retard, je crois. Et quelques années plus tard, les délais sont passés à 100 heures. Donc peut-être que s'il y avait eu 100 heures à cette époque-là, je me serais un peu bougé plus pour de réussir. Mais Mais néanmoins, tu as réussi à atteindre Menton. alors, c'était l'objectif. L'objectif, c'était d'atteindre Menton pour un gars du Nord aller à Menton avec son vélo. C'était vraiment le Menton, la Côte d'Azur, où mon père nous avait emmenés en vacances une dizaine d'années auparavant. C'était vraiment quelque chose. Et je dois dire que quand je suis arrivé, c'était sans doute du côté de Cagnes-sur-Mer, parce que là, c'est là que tu découvres la Méditerranée toute bleue, le soleil. Eh ben, j'ai eu un peu la larme à l'œil, il faut dire, d'avoir pu faire tout ça par mes propres moyens, avec mon vélo, et puis après, quand même, quelques galères. Mais de toute façon, je devais aller au bout, même le délai m'apporte peu. Je suis allé au bout, et voilà. Pour moi, la diagonale était presque réussie. À un moment, j'avais sur la diagonale 7 heures de retard et bon, c'est descendu à 4. Voilà. Bien joué. Tu avais 22 ans. Alors, même Oui. si tu étais majeur à 22 ans, tes parents t'ont laissé partir sans crainte, tout seul, faire une diagonale. Alors, mes parents étaient bons, ils me laissaient un peu faire. J'avais deux sœurs, j'étais le garçon de la famille, sans doute un peu le chouchou, peut-être, surtout par ma maman. Oui, ils m'ont laissé partir, ils étaient inquiets, ma mère surtout, oui. Mais bon, j'étais étudiant, c'était les vacances. Bah, si a envie de faire ça pendant ses vacances. Bon, il y avait un peu d'inquiétude quand même, hein. Il fallait que j'appelle, ouais, je me souviens. Il fallait que je trouve une cabine. À l'époque, il y avait des cabines. Et puis, j'appelais à la maison, voilà, une fois par jour. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en tout, tu en as réalisé 37, ainsi que 8 Paris-Brest. Donc, on voit bien que les diagonales, la première, ça t'a marqué. On Oui. va y venir, tu vas continuer. Qu'est-ce qui t'a plu dans toutes ces diagonales? C'est quoi qui a fait l'attrait de toutes les réaliser? Alors, alors, toutes les premières, c'était surtout, je viens de le dire, l'aspect quand même voyage, l'aspect découverte, parce que, bon, on n'a pas eu le temps de le dire, mais j'avais comme horizon les corons autour de Douai. Et donc, quand j'ai découvert le fait de découvrir ça seul, j'étais pas emmené par mes parents dans une voiture, j'ai découvert le paysage tout seul, la traversée des monts du Dijonnais, ensuite les Alpes, voir ces grandes montagnes. Parce que c'est vrai que, ayant 22 ans, j'avais quasiment pas voyagé, très peu à cette époque, peut-être qu'on voyageait moins. Donc c'était surtout cet aspect. Ensuite, il y a l'aspect sportif. J'ai bien sûr toujours aimé faire le sport. Il y a un peu l'aspect défi qui vont compter quand même dans une diagonale. Quoi d'autre? Oui, c'était ça. C'était un peu l'aventure. Je disais souvent, une diagonale, c'est l'aventure avec un petit A, mais c'est quand même une aventure. Voilà. Parce qu'on sait, c'est vrai qu'en partant, on ne sait pas ce qui va se passer pendant 4 jours. En tout cas, on est presque sûr que ce sera le bonheur. Voilà. Est-ce que le fait qu'une diagonale soit vraiment une approche complète, c'est-à-dire je la prépare, je la réalise, et quand j'arrive au bout, en plus, j'écris son récit. Est-ce que ça a son importance, que ça couvre absolument tous ces champs-là? Ah bah, bien sûr, moi,
en décembre, janvier, j'ai décidé d'une diagonale, ben c'était pendant 6 mois, c'était une fixation. Je ne faisais pas que ça, bien sûr, j'ai travaillé, bon, j'étais prof, j'avais peut-être plus de temps que d'autres, mais je vivais diagonale, j'étudiais les parcours. À l'époque, c'était bien sûr sur les cartes Michelin au 200 millième. Je pensais que ça. J'ai un souvenir quand j'allais dans un magasin et qu'il fallait acheter quelque chose, je repérais des aliments qui étaient emballés dans du plastique, parce que ce plastique me servirait, par exemple, pour emballer moi-même des choses dans ma sacoche et pour que ça puisse rester au sec. Enfin, c'était vraiment, c'est pour dire que j'étais assez totalement diagonal pendant 6 mois. Donc la préparation, ensuite on fait la diagonale. On est très heureux de découvrir ce qu'on a inventé sur une carte. Alors évidemment, sur les cartes, je prenais souvent ce qu'on appelle les routes blanches, c'est-à-dire bon, en dessous des routes secondaires. Et c'était le plaisir de la découverte, le plaisir. Ah, il y a les rencontres aussi. Bien sûr, c'est toujours et les rencontres, des gens qui vous disent que c'est fabuleux ce que vous faites, d'où vous venez, pourquoi vous faites ça. Bon, c'est le truc classique, hein, on vous paye combien. Voilà, bon. Et après, raconter sa diagonale, ben ça aussi, je suis très, très heureux de l'avoir fait, même si je suis pas je suis un peu laborieux en écriture, mais aujourd'hui, je relis souvent, enfin souvent, je relis, ne serait-ce que pour ce podcast, que j'ai un peu relu mes récits, et c'est vraiment très sympathique de pouvoir se revoir il y a bien longtemps, souvent. Alors, se revoir il y a bien longtemps, je vais revenir un tout petit peu sur cette première diagonale que tu as refait, je crois, l'année Et suivante. l'année suivante. Peux-tu nous dire un mot sur ton vélo de l'époque? Alors, le vélo de l'époque, oui, je m'en souviens très bien. Donc, le premier, c'était un Peugeot avec une estampille, c'était un tube allégé dessus. Donc, ça voulait tout dire. En fait, c'était de l'acier. Et puis, bon, le tube, il est peut-être allégé. Mais quand je voyais les autres vélos dans le club, c'était à l'époque le Reynolds qui faisait la loi. C'était tube Reynolds. Alors, je ne sais plus quel numéro, mais c'était beaucoup plus léger que mon vélo. Et je pesais souvent. Je rêvais d'en avoir un autre. Je l'ai eu, oh là, 5, 6 ans, 4 ans après peut-être. Donc, un Peugeot avec garde-boue, bah oui, ça c'était pas mal finalement. Un porte-bagages à l'arrière tout chromé sur lequel j'avais mis des vêtements. Et à l'avant, il y avait ici le petit porte-bagages Peugeot qui se fixait sur les freins Mafac. Alors c'était un petit étroit et alors, c'était suffisant pour mettre une sacoche Théa, une marque de l'époque qui était en tissu. Bon voilà, le vélo. À l'origine, ce vélo Peugeot avait deux plateaux, 45, 52, mais on m'a vite expliqué au club de Douai que ça serait bien d'avoir autre chose. Et du coup, le copain en question, René, qui travaillait en usine, était assez bon bricoleur. C'est lui qui m'a mis un triple plateau. Alors, c'était 32, 42, 52. Une belle Ce qui est, proportion. ce qui est déjà mieux. Ouais. Tu as indiqué rouler la nuit, sur conseil de René, roule toute la nuit. Ouais. Comment tu étais éclairé dans ces années-là? Alors, ouais, bonne question. C'était très simple. C'était les torches. Que je fixe, moi personnellement, je fixais ça avec on appelle ça le Chatterton, là, du ruban adhésif sur la fourche avant. Et à l'arrière, même chose, un feu rouge qui tenait, je ne sais pas comment. Quoique quand même, peut-être que moi, avec ma première année, j'avais pas roulé beaucoup, donc j'avais pas roulé beaucoup la nuit. Donc, je ne m'étais pas posé trop la question. Je m'étais contenté de ça. Bon, ça, on me voyait, je voyais vaguement la route. Bon, ça allait à peu près, quoi. Mais après, ça a changé, bien sûr. Ah, ensuite, j'ai eu une dynamo qui frottait sur le pneu. Et après, on est passé aux éclairages actuels. Ouais. On voit bien que le vélo ne fait pas le cycliste, hein, donc tu avais fait Dunkerque-Menton avec ce vélo Peugeot. Ouais, Je- en acier. Bien lourd. 37 diagonales, tu en as fait en solitaire, tu en Oui, as fait en groupe. On va revenir sur une diagonale particulière, mais tu en as fait aussi plusieurs avec ton épouse, avec Marie-France. oui. C'est un privilège. Commencer de rouler avec son épouse, ça crée des liens, ça les renforce.
C'est un privilège, effectivement, parce qu'on me l'a souvent dit d'ailleurs. Ah, tu as de la chance, ouais, effectivement. Oui, c'est très bien, Marie-France. Bon, ouais, allez, quand on s'est rencontrés, donc je sais plus si je l'ai dit, on s'est rencontrés à la semaine fédérale de Quimper et à la petite réunion qu'il y avait souvent aux semaines fédérales, la réunion de diagonalistes qui consistait en un repas, bon, on se retrouvait. Et elle était là avec sa sœur Josiane, qui était, elle, diagonaliste. Marie-France n'était pas du tout diagonaliste. Elle trouvait que c'était un peu bête, pour pas employer un autre mot, un peu bête d'aller là, de rouler la nuit comme des malades et de faire 280 km par jour. Elle trouvait ça. Bon, voilà, sa sœur n'avait pas réussi à l'emmener. Eh ben, moi, j'ai réussi. Voilà. Et donc, on s'est rencontrés, c'était en 2002 à Quimper. Et en 2003, on a tout de suite fait une diagonale. Je l'ai proposé, est-ce que ça te dirait? Voilà, elle a dit, bah oui. Et puis voilà. Et on a fait Brest-Strasbourg. Oui, ça s'est bien passé. On a eu très chaud, mais bon. Alors, pour répondre précisément à ta question, bah, c'est très plaisant, évidemment, d'être à deux part et avec sa compagne. C'est très plaisant, ça ressoude, évidemment, si besoin. On en parle beaucoup avant. C'est bien d'avoir un objectif tous les deux. Moi, mon objectif, c'était qu'elle réussisse à diagonale. Donc, il fallait que je fasse tout pour, que je fasse attention. C'est vrai que ça ressoude, enfin, si besoin, hein. Bon. Parfois, évidemment, il y a des petits clashs, mais bon, ça passe. Le lendemain, tout va bien. Elle est très courageuse, Marie-France, très très courageuse. Vous avez réussi les 8 diagonales ensemble? Et on a fait 8 ensemble, oui. Et la neuvième, elle a fait avec trois de ses copines, Brigitte, Francine et la quatrième. Elle a Mais dit, donc, elle a le cycle des 9, oui, elle est le Marie-France. cycle des neuf. Ouais, et c'est moi qui ai eu le plaisir de lui remettre en tant que président de l'ADF. Voilà. Ah Mm. oui, c'est vrai, on va y venir. Voilà, Tu étais président de l'Amicale des Diagonales de France. mm, Donc, tu en as fait en solitaire avec Marie-France, en mm. groupe. En groupe, tu as tout essayé à 2, à 3, à 4, à 5, à Alors, on a fait 6. avec les Douaisiens, donc j'ai un peu entraîné les Douaisiens avec moi. Donc, d'abord à deux, en trois et quatre. C'est allé jusqu'au quatre. Une fois, une expérience à quatre qui s'est bien passée. C'était d'ailleurs sur Dunkerque-Menton. Oui. À un moment, il y en a un qui s'est perdu parce que bon, mais il y a toujours des petites anecdotes. Il y a toujours un peu rigolo d'être plus nombreux. C'est vrai, tout seul, bon, on se perd aussi, mais c'est différent. Tu préfères les faire en solitaire ou accompagné? Oh bah les deux, j'aime bien les deux. Bah, tu sais que j'aimerais bien en refaire là parce que je participe aux réunions, je lis le petit diagonaliste, je lis des récits, tout ça. Et puis j'ai un peu la nostalgie hein, puisque ma dernière remonte à 2017 Mhm. pour voir est-ce que j'en aurai l'envie, c'est ça, faut avoir l'envie. Faut avoir Parce qu'une l'envie. fois qu'on a l'envie, on passe forcément 4 jours magnifiques. C'est ce que je me suis dit une année, là. Tu pars de Dunkerque et t'es parti pour 4 jours de plaisir, de bonheur. Voilà. C'est 4 jours assez intenses en vie quand même, ces 4 jours. Oui, intense, oui, ça dépend des conditions, hein, Mhm. c'est sûr. Comme la dernière que j'ai faite, j'ai eu le vent de dos, là, de Brest à Strasbourg. Bon, Ça ouais, compte pas, ça. ça compte pas. Que je me disais au début. Mais j'en ai eu tellement d'autres que j'ai raté. Enfin, j'en ai une que j'ai ratée à cause du vent aussi. C'est-à-dire, tu étais tout seul ou à plusieurs et tu avais un gros vent de face? Alors, c'était Perpignan-Strasbourg. Tu sais qu'il y a la tramontane qui souffle à Perpignan. Et un pompier qui m'avait déjà attendu, j'étais là à l'hôtel la veille ou 2 jours avant, il me disait, ah, ce vent-là, je ne suis pas sûr que ce soit la tramontane d'ailleurs, mais ce vent-là, il souffle par cycle de 4 jours. Bon, il y a eu un jour ou 2 jours, et puis moi, j'ai dû partir le troisième jour, mais bon, j'avançais pas. Et c'était dès le départ hein, de Perpignan, je ne sais plus où. Et puis à cette époque, j'étais un peu, comment on va dire ça, orgueilleux, là, j'ai pas d'autre mot, j'avais décidé de passer par le Mont Aigoual. Et ça m'a mis complètement dedans. Bon, j'ai monté les côtes à pied avec le vent. Enfin bon, c'est un échec en diagonale, voilà.
Alors, un échec, mais quand tu parles du Mont Aigoual, il me semble que tu as fait avec un compère Alain Oui. Dunkerque-Menton en vous amusant à passer par tous les cols. C'est bien Oui, ça? tout à fait, oui. Mais peut-être justement, comme on dit toujours, on apprend toujours de ces échecs. Là, cet échec dont je viens de parler, bon, j'étais jeune, j'étais costaud, on va dire comme ça, hein. J'avais 27 ans et je suis parti avec un vélo qui avait comme deux plateaux, 44 et 50 sans doute. Bon, et puis c'était pas suffisant pour monter les Gouales. Après, je ne sais plus combien de kilomètres, 100 ou 150. C'est là que j'étais à pied, et puis ça s'est pas du tout bien passé. Voilà. J'ai présumé un peu de. J'ai fait un peu trop le malin. Et Et- après, c'est une bonne leçon, et on fait très attention. Et donc, pour en revenir à la diagonale avec Alain, c'était donc en 2005. Bon, on avait décidé d'épicer un peu cette diagonale, d'en faire une ensemble. Et puis, je t'avais dit tout à l'heure que j'avais fait un break après avoir eu le premier cycle. Je faisais des voyages itinérants, des voyages en montagne, je collectionnais l'école. Donc j'ai eu un peu la passion de la montagne. Et pour cette diagonale, Dunkerque-Menton, donc on est passé par tout ce qu'on pouvait monter, le Jura, les Alpes, avant le Galibier, col du Télégraphe, col du Galibier, je crois, descendre de l'Otaré, on est remonté le l'Isoard, ensuite Vars, la Bonnette. Alors la Bonnette, c'était le sommet, le cas de le dire, ouais. Mhm. Un très bon souvenir. On était parti le matin, on avait au pied du Vars, donc on avait monté Vars et ensuite la Bonnette. Super souvenir. Ah oui, mais sauf que sur cette diagonale, il m'est arrivé un accident, n'est-ce pas? Eh oui, donc on était parti à 13 heures, tiens, l'ami René qui revient là. Mais là, j'avais Alain avec moi, et puis donc c'est vrai que c'est mieux. Rouler la nuit, c'est mieux à deux quand même. Donc on est parti à 13 heures, et du coup, côté de 1 heure du matin, je me suis fait shooter par une voiture qui m'est rentrée dans la manivelle gauche, hein, je roulais bien à droite, on était l'un derrière l'autre. Manivelle gauche qui m'a envoyé baldinguer, je suis tombé sur l'épaule droite. Le vélo, évidemment, la roue voilée à l'arrière, peut-être même le haut-banc arrière. Alors, toujours été, bon, on s'est dit, première réaction, ça va s'arrêter là. Et puis, finalement, non, le bonhomme n'avait pas trop de mal. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé Francine, l'épouse de Alain Chaubert, qui était chez moi dans le Nord, parce qu'elle avait amené son mari dans le Nord, et puis, bon, après, elle dort chez moi et elle repart dans l'Est. Et donc, on l'a appelée pour qu'elle nous ramène mon second vélo. Second vélo qui n'était pas très, bon, peut-être pas tout à fait prêt pour la diagonale, qui n'avait pas les bons plateaux, surtout. Enfin, j'ai pu repartir avec la blessure, ça m'a un peu gêné, j'ai un peu souffert, bon, mais ça a été quand même. Sauf que le vélo, ben, il freinait pas bien parce que bon, il roulait pas ce vélo. Enfin, je l'utilisais pas. Il a fallu acheter des patins de frein, il a fallu changer le plateau, le petit plateau qui faisait 32 dents, j'ai dû mettre un 30. Bref, on a quand même poursuivi, et l'un dans l'autre, plus ça allait, mieux ça allait quand même. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que oui, tout ça pour dire qu'à l'époque, je ne portais pas de casque. Et après cet accident qui m'a renvoyé à terre, j'ai décidé d'acheter un casque. Alors, un petit détail pour l'accident, c'était un samedi soir. C'est peut-être moi qui avais choisi de partir le week-end pour éviter les camions sur la route. Parce que, évidemment, on s'était mis au menu des choses assez compliquées, donc il ne fallait pas traîner. Donc, c'était pour éviter les camions, mais en évitant les camions, on risque de rencontrer ceux qui sortent des boîtes de nuit. Et donc là, c'était le cas. C'était deux jeunes filles dans une voiture, qui peut-être qu'elles ne m'ont pas bien vu, elles n'ont pas fait attention. Elles se sont Heureusement, arrêtées, elles t'ont porté elles, assistance. ouais, elles se sont arrêtées, elles étaient surtout très apeurées. Il y en a une qui n'osait pas venir voir, de peur de voir un cadavre sur la route. Ça a été comme ça. On a attendu quoi, 2 heures dans la nuit que Francine apporte le deuxième vélo, et puis on a poursuivi. Comment- Malgré ça, vous êtes arrivé dans les Ouais. temps. Alors on est arrivé 10 minutes avant le délai. Ouais, ouais. Donc la Bonnette, après la Bonnette, je ne sais plus ce qu'il y a. Là, ouais, le col de Turini, on est arrivé par l'arrière de Menton, Mhm. par Sospel, où il y a aussi un petit col.
Bon, Et moi, c'était tu te souviens du dénivelé total de cette diagonale d'un quart peloton? j'ai regardé tout à l'heure 17 600 mètres. Ah, c'est pas Donc mal. ça fait ouais, pas mal si c'est 5, combien, 4 jours. Ah ouais, ça fait pas mal. Ouais. C'est pas mal. Donc, c'est Voilà. aussi un avantage peut-être de la diagonale, c'est qu'on peut choisir un itinéraire le plus facile, le plus Après, oui. plat ou le plus Ouais, accidenté, le plus de voilà. dénivelé, etc. Selon ses moyens. Bon, faut se faire plaisir. Et moi, à l'époque, j'aimais la montagne. J'aime toujours la montagne. Mais bon, évidemment, je peux moins grimper moins bien qu'avant. Mais j'adore la montagne. J'ai toujours adoré. Donc, faut faire selon ses moyens. Et comme je disais à Alain, bah, on va épicer notre diagonale, hein. Si c'est pour aller bêtement d'un point à un autre, bon, c'est bien d'avoir un peu de piment, quoi, Et il faut de forcer, pouvoir hein. selon ses moyens. Voilà, bien sûr, tout à fait. Ouais, il n'y a pas de règle. Chacun fait comme il veut. Tu parlais de difficultés à gérer le manque de sommeil. On va parler des Paris-Brest que tu as fait où le sommeil, c'est crucial. Comment tu fais pour gérer l'équilibre entre l'effort, entre le sommeil sur de la longue distance comme Paris-Brest-Paris ou une diagonale? Bon, pour le diagonale, j'ai réglé ça en disant je ne roule pas la nuit. Donc, ne pas rouler la nuit, ça voulait dire rouler un peu plus vite si c'est possible. Je faisais parfois des étapes en démarrant à 6 heures du matin. Bon, c'est vrai que c'était un peu juste, à 6 heures avec Marie-France, on a dû le faire une fois. Le problème, c'est qu'on arrive trop tard, quoi. On arrive à 21 heures, 22 heures, bon, problème d'hôtel, etc. Alors, voilà une façon de régler le problème du sommeil. Et sur Paris-Brest, évidemment, on est obligé de rouler la nuit. Et alors, ce qu'il faut, c'est faire des provisions de sommeil avant. Mais il paraît que c'est difficile parce qu'on ne peut pas emmagasiner du sommeil. Alors, ça a toujours été mon problème de Paris-Brest, hein. Bon, j'appréhendais vraiment beaucoup la nuit. Je l'ai fait plusieurs fois avec un copain qui, bon, heureusement, qui m'éclairait, qui m'aidait, qui me poussait des fois quand il le fallait. Mais c'est vrai que le rouler la nuit, c'est un sacré défi. Moi, j'ai besoin de plus de sommeil que les autres, je me rends compte, hein, c'est sûr. Non, ça va mieux avec l'âge, ça s'est amélioré, c'est vrai. Entre mes 22 ans et mes 40 ans, je crois que je dormais moins, oui. Donc Voilà. moins de difficultés. Quel conseil tu pourrais donner, toi, à quelqu'un qui n'ose pas se lancer vers une diagonale ou de la longue distance? Je commencerai par dire que le premier conseil qu'on m'a donné, je l'ai suivi et puis ça m'a pas trop réussi. Alors, conseil, ben, moi je pense qu'il faut quand même écouter ceux qui ont fait. Il faut les écouter bien et voir si on peut adapter les conseils à son propre cas, à son propre physique. Il ne faut pas hésiter à écouter les autres, mais avec une oreille critique, je pense. Alors, au niveau conseil, ben, il faut aimer le vélo, bon, ça c'est évident. Il faut rouler régulièrement. Moi, je me souviens que bon, souvent je partais en juillet, donc fin juin, je devais avoir entre 3 et 4 000 kilomètres. J'ai jamais Mhm. beaucoup roulé, hein. Je faisais des années à 8 9 000 et j'ai beaucoup plus pédalé une fois la retraite. Des conseils, bah, pouvoir enchaîner, à mon avis, 200 kilomètres. Un 200 un jour et un autre 200 le lendemain. C'est pas la peine de faire 300, c'est pas la peine de faire 600, je pense pas. Bon, peut-être pour Paris-Brest, si on veut faire un temps, bon, effectivement, il faut s'entraîner à rouler vite sur des longues distances, mais pour une diagonale, c'est justement l'intérêt, c'est qu'on a un délai, une distance, et entre deux, on fait ce qu'on veut. Ce qui importe, c'est d'arriver dans les délais. Donc, je pense que faire 2 fois 200 et puis Mhm. voir comment on est après, c'est le minimum, on va dire. Après, si on peut faire plus, ben oui, il faut le faire. Donc tu veux dire rouler, pas forcément avoir une grosse quantité de kilomètres, et puis se tester avant sur 2 fois 200 kilomètres pour voir comment le corps récupère et Oui. repart. Oui, moi je dirais se tester assez vite avant, par exemple, si on part en juillet, se tester en mars-avril, quoi. Enfin, Mhm. voir ensuite rectifier le tir, essayer de voir comment on peut faire. Parce que c'est vrai, après, chacun est différent, on n'a pas tous les mêmes capacités physiques. Bon, moi j'ai bien vu, j'en ai vu des costauds, là on en voit en ce moment
On a notre champion, le Bérigaud. Mhm. Je ne sais pas comment il fait, moi. Je me pose la question. C'est un très grand rouleur. Ouais, ouais. Donc il faut vraiment s'analyser. Il y a une réflexion à mener, hein, comment je pédale, comment ça se fait que ça marche pas, qu'est-ce qu'il Mhm. faut faire. C'est pas, il y a pas de recette magique, hein, c'est sûr. Et puis chacun pédale à son rythme, Oui, surtout à sa oui. vitesse. Mhm. On parle de ta première diagonale à 22 ans, des 37 qui ont suivi. Pour toi, le sport, ça représente quelque chose dans ta vie? C'est une importance de fait? Ben, une importance capitale parce que quand je m'en retourne, hein, j'ai maintenant 72 ans, j'ai commencé à 22 ans, je n'ai jamais arrêté de faire du vélo. J'ai pas fait beaucoup d'autres sports. J'ai un peu couru, j'ai fait de la piscine, mais bon, le vélo, je n'ai fait que ça, presque j'ai envie de dire toute ma vie. Alors effectivement, c'est ce qui m'a maintenu en forme, qui te donne des capacités dans tous les domaines, intellectuels notamment, hein. Actuellement, je fais moins de vélo, je fais plus de musique, mais j'ai besoin d'avoir ma séance. 2 fois par semaine de vélo parce que je me sens beaucoup mieux après. Bah, de toute façon, c'est pas un secret, hein. Les neurones travaillent mieux, le cerveau s'oxygène et puis après, bah, on vit mieux, on est plus performant, on a plus d'envie, plus d'entrain. Alors, le sport, bah oui, il faut faire du sport, hein, c'est sûr. Est-ce qu'on gère mieux son stress aussi, peut-être? Ah oui, le stress, c'est vrai. On s'énerve moins, on gère le stress. Oui, oui, enfin, il n'y a que du bienfait. Mhm. À propos alors de bienfaits, tu as été président de l'Amicale des Diagonales de France de 2008 à 2016, si mes Oui. souvenirs sont bons. Comment ça s'est passé? Pourquoi à un moment tu t'es dit, tiens, allez, je vais être président? Ça a été quoi l'enchaînement des circonstances? Eh bien, il y en a eu quelques-unes. Il y a une, tu sais qu'on fait une concentration tous les 2 ans. Et donc, en 2008, on l'avait organisée avec Josiane Lenné. Donc, moi et Josiane Lenné, puisque moi, j'étais déjà au comité de l'ADF. Et à l'époque, c'était Bernard Lescudet qui était président. Et donc, on a organisé la concentration. Bon, ben voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Et tu sais qu'elle est couplée avec l'Assemblée générale. Et à cette Assemblée générale, Bernard Lescudet a décidé de ne plus de ne plus être président, de ne plus ouais, porter au suffrage. Et donc, on m'a un peu sollicité fortement. On les a mis dans ces cas-là, hein, ils te font signe. Et, ben, bon, et j'ai accepté parce que bon, il n'y avait pas d'autres, apparemment, pas d'autres. Mhm. Et voilà comment c'est venu. Donc, j'avais déjà organisé cette concentration et ensuite, il a fallu s'occuper de l'ADF. Alors, c'était très, très prenant. J'avais un héritage à transmettre, à poursuivre parce que moi, j'étais très impressionné par le premier président de l'ADF, fondateur de l'ADF et fondateur du Petit Diagonaliste, Georges Mahé, qui était quand même un personnage pour les diagonales, qui a beaucoup œuvré à l'époque où c'était considéré comme, on était un peu considéré comme une élite. C'était déjà un peu à part, on était une secte, les diagonalistes. Et donc, il a beaucoup œuvré pour Georges Mahé pour nos diagonales. Alors, moi, toujours en tête ce monsieur des diagonales. Donc, j'ai essayé de tenir la ligne. Je me suis occupé du petit diagonaliste avec d'autres, avec Francis Pouzet, avec Alain Chaubert, et puis avec j'ai oublié le nom, mais de Montpellier. Il y avait pas mal de travail, mais c'était très intéressant. Organisation des réunions, stand à la semaine fédérale. Ben, bref, il fallait qu'on soit vu, il fallait que Mhm. ça tourne. J'ai fait du mieux possible, hein, j'y ai mis tout mon cœur. Et voilà, et au bout de 8 ans, bah, la lassitude, des fois, c'était des mails à n'en plus finir, un peu de paperasserie parfois. Mais très heureux d'avoir tenu cette présidence, hein, avec les collègues autour, hein. Je pense que c'est une très belle expérience. J'en profite pour souligner, en tant que lecteur du Petit Diagonaliste, la qualité de cette
publication qui est faite entièrement en interne. Et tu peux peut-être dire en quelques mots ce qu'on trouve dans le petit diagonaliste? Eh bien, on trouve surtout des récits des diagonales. Alors, les diagonalistes font des diagonales parfois en solitaire, ils ont leur point de vue, mais on est toujours heureux de lire les points de vue des autres, comment ça se passe une autre diagonale. Il faut savoir que, pour en revenir à mes 22 ans, quand je faisais une diagonale, j'étais vraiment un solitaire, parce qu'à Douai, j'étais le seul diagonaliste. Il y avait la revue des petits diagonalistes, bon, avec les récits, mais c'était vraiment le. Ah non, la première, elle n'existait pas encore, pardon. Oui, donc il n'y avait pas. Donc c'était vraiment. Je pouvais parler à personne de mes diagonales. Quand je parlais aux gens du club, ils me prenaient pour. Bon, oui, mais toi, d'accord, toi, tu rôles, toi, t'es costaud, machin, ouais, moi, c'est pas pour nous. Donc, c'est. Le petit diagonaliste permet quand même cet échange qui n'existait pas à une certaine époque. C'est ça surtout. Et donc, c'est bien de voir comment ça des congénères font, comment parfois ça donne des idées, et puis parfois il y en a qui écrivent très bien, et qui ont une plume alerte, c'est palpitant, enfin c'est. C'est un vrai plaisir. Francis, nous allons arriver au terme de ce podcast. Souhaites-tu ajouter autre chose? Parlait de l'amour des diagonales, ça a été tout au long de ma vie, enfin, elle n'est pas fini, bien sûr, j'espère, mais c'est vrai que c'était le grand truc de ma vie, c'était super. Faites des diagonales et vous serez très heureux. Voilà, je m'en étais là-dessus. Ben, c'est un très bon mot, je trouve. Merci beaucoup à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. Merci beaucoup à toi, Francis, d'avoir partagé ton expérience. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel @gmail.com si vous avez des questions, des suggestions, bien entendu, une diagonale à partager. N'hésitez pas également à envoyer un commentaire et je vous remercie pour tous les commentaires que je reçois sur ce podcast qui me font bien sûr très plaisir. Encore une fois, grand merci Francis. Au revoir. Merci à toi, Marc, et j'aimerais te féliciter pour ce que tu fais parce que c'est de même que les récits des diagonales dans le petit diagonaliste sont c'est intéressant, mais les podcasts aussi, ça a l'avantage d'être plus vivant puisque c'est de vive voix. Bravo, Marc, et merci encore. Merci beaucoup Francis. Au revoir à tous. Au Au revoir. revoir.